Le coup monté de l'intérieur qui a aidé Hitler à accéder au pouvoir. Une énorme dissimulation du moment le plus horrifiant de la guerre du Vietnam. Et une arme secrète de l'agence centrale de renseignement qui pourrait vous tuer sans jamais laisser de traces. Cela semble fou. Mais ce ne sont que quelques-unes des théories du complot les plus insensées qui se sont avérées être complètement vraies. Et nous allons vous révéler tous les secrets. La dissimulation du massacre de My Lai. Malheureusement, il n'y a pas de pénurie d'atrocités commises pendant la guerre du Vietnam, mais il y en a une si terrible et si accablante pour les États-Unis que la vérité à son sujet a été intentionnellement cachée au public. Le massacre de My Lai a eu lieu dans le petit hameau vietnamien de My Lai le 16 mars 1968. Ce matin-là, des soldats américains sont entrés dans le village pour une mission de recherche et de destruction. Malgré le contrôle de la région de My Lai par les combattants Viet Cong, les troupes américaines n'y ont trouvé que des civils, sans aucun signe d'ennemi. Cela n'a pas empêché les propres soldats des États-Unis de mettre le feu aux huttes, de tuer entre 347 et 504 innocents vietnamiens, y compris jusqu'à 50 enfants de moins de 4 ans, et de commettre des actes d'agression si déplorables contre les femmes de My Lai que nous ne pouvons réellement pas les décrire ici sur YouTube. Pire encore, les actions barbares de ces troupes ont été initialement louées par les États-Unis, car des rapports fabriqués prétendaient que plus de 120 de ces civils inutilement assassinés étaient en réalité des Viet Cong. La vérité sur le massacre de My Lai n'émergerait qu'un an plus tard et deviendrait emblématique des efforts de guerre des États-Unis au Vietnam. Le conflit avait déjà été largement critiqué et contesté, et maintenant, il semblait que l'Amérique avait perdu tout sens de la moralité en ce qui concerne les actions de ses troupes en Asie du Sud-Est. Les secrets militaires autour des meurtres ont finalement rendu le tout encore plus choquant. Lorsque les révélations ont été rendues publiques, lorsque d'anciens soldats en ont parlé, il ne s'agissait pas seulement de crimes contre l'humanité perpétrés contre des femmes et des enfants innocents par des troupes américaines, mais d'actes que la direction de l'armée des États-Unis avait comploté pour étouffer l'affaire. Parmi la multitude de cours martiales qui ont suivi, le lieutenant William Calley a été accusé d'avoir dirigé le massacre de My Lai et a été reconnu coupable de meurtre prémédité et condamné à la réclusion à perpétuité. De manière révoltante, il n'a purgé que 3 ans et demi de résidence surveillée avant que sa peine ne soit commuée à la demande de l'ancien président Richard Nixon. Mais si vous trouvez cela fou, ce n'est rien comparé à l'étrange conspiration qui a émergé des conclusions du comité Church, nommé d'après les États-Unis. Frank Church, président du comité sénatorial spécial à l'étude des opérations gouvernementales en matière d'activités de renseignement, dirige le comité. Il s'agissait d'une enquête du Sénat de 1975 sur des activités illégales, présumées menées par les propres agences de renseignement des États-Unis, y compris le Bureau fédéral d'enquête, l'Agence centrale de renseignement et l'Agence de sécurité nationale. Les conclusions du comité Church comprenaient plusieurs tentatives d'assassinat de dirigeants politiques d'autres pays, y compris le président Fidel Castro de Cuba, ainsi que les présidents de la République dominicaine et de la République démocratique du Congo. Il y avait le programme de contre-espionnage, une opération secrète menée par le Bureau fédéral d'enquête pour infiltrer des organisations domestiques spécifiques, comme les activistes des droits civiques, les féministes, les écologistes, les personnes protestant contre la guerre du Vietnam et les communistes. Il voyait ces groupes comme subversifs et tentait de les discréditer. Le comité Church a également révélé le projet Mockingbird, une tentative de l'agence centrale de renseignement d'utiliser ses relations avec les journalistes pour contrôler le flux d'informations dans les actualités. Le projet Minaret, où l'agence de sécurité nationale collaborait avec des entreprises télécoms pour surveiller des personnes sur une liste, dont le sénateur Church et d'autres membres du comité Church. Et sans le travail du comité Church, le monde n'aurait peut-être jamais su les horribles expériences de l'agence centrale de renseignement qui ont eu lieu dans le cadre des projets Mikultra et MK Naomi. Mais ce n'étaient même pas les découvertes les plus étranges du comité. Restez à l'écoute pour entendre parler de l'arme secrète de l'agence centrale de renseignement. Les conclusions horrifiantes du comité Church ont mené à d'importantes réformes sur les pratiques concernant comment les agences de renseignement des États-Unis opèrent. Les comités du Congrès devaient superviser les activités futures du Bureau fédéral d'enquête de l'Agence centrale de renseignement et de l'Agence de sécurité nationale, et le président Gerald Ford a émis le célèbre décret 11 905 qui interdisait l'exécution d'assassinats politiques. Revenons en Europe et explorons le sinistre complot qui a contribué à l'ascension de l'un des plus grands monstres de l'histoire. C'est l'incendie du Reichstag et la prise de pouvoir des nazis. Il est indéniable que le parti nazi a pris le pouvoir en Allemagne de la manière la plus brutale possible au début des années 30. Le 27 février 1933,
Le Reichstag, qui servait de siège au Parlement allemand, a été réduit en cendres. Les attaques dans la Baléares ont d'abord été attribuées aux communistes, avec le Hollandais Marinus van der Lubbe jouant le rôle de bouc émissaire. Grâce au fait que van der Lubbe était communiste, Adolf Hitler, déjà chancelier à cette époque, a utilisé l'incendie comme justification pour expulser de force tous les politiciens de gauche ou communistes du Parlement, et les a fait emprisonner pour qu'ils ne puissent pas s'opposer au parti nazi lors des élections qui ont eu lieu un mois plus tard, en mars 1933. Hitler a réussi à retourner l'Allemagne contre les communistes, en déclarant qu'ils menacèrent de prendre le pouvoir, permettant ainsi aux nazis de remporter plus de sièges lors des élections et de les aider à prendre le contrôle du pays. Il n'est guère exagéré de conclure que les nazis étaient responsables, surtout compte tenu de leur penchant pour brûler des livres et attaquer d'autres institutions qui défiaient leur idéologie fasciste. Opération Gladio. Croiriez-vous, si nous vous disions qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des opérateurs de la résistance armée menaient des missions clandestines dans les pays européens? Non, ce n'étaient pas des vestiges du parti nazi ou de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'était les États-Unis. Sous le nom de code Opération Gladio. Ces missions secrètes étaient une collaboration directe entre le personnel de ce qui deviendrait l'Agence centrale de renseignement, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Union occidentale. L'opération Gladio était principalement des opérations de maintien sur place. Cela impliquait que les pays intègrent des agents dormants sur leur propre territoire qui attendraient d'être déployés en cas d'invasion ennemie de nations comme l'Union soviétique, qui accumulait progressivement du pouvoir. Ces opérateurs de maintien sur place établiraient des mouvements de résistance dans leur pays d'origine et, si une offensive soviétique se déclenchait, ils resteraient en place pour espionner derrière les lignes ennemies. Alors, en quoi consistait réellement l'opération Gladio ? Les opérateurs étaient utilisés pour effectuer des assassinats politiques, de la guerre psychologique et des opérations sous faux drapeaux. Essentiellement un assortiment de méfaits néfastes contre les partis de gauche en Europe de l'Ouest. Cela signifiait souvent s'aligner avec les milices anticommunistes et les terroristes de droite, car le réseau secret de Gladio capturait, torturait et tuait toute personne soupçonnée de tendance communiste. Cependant, à ce jour, le département d'État américain nie la vérité, que leurs propres opérateurs soutenaient des groupes terroristes, et que Gladio n'était qu'un moyen d'aider les pays d'Europe de l'Ouest à résister à une éventuelle invasion soviétique. Mais l'agence centrale de renseignement qui s'immisce en Europe est une chose. Qu'en est-il du Bureau fédéral d'enquête qui a tué des dizaines d'Américains dans les bons vieux? Durant la Prohibition, le Bureau fédéral d'enquête cherchait des moyens pour empêcher les contrebandiers de brasser de l'alcool illégalement. Pour ce faire, ils ont augmenté la quantité de méthanol, une substance toxique présente dans l'alcool industriel, utilisée par les contrebandiers, pour fabriquer de l'alcool fort. Bien que l'intention était de dissuader les gens de boire, cette augmentation a entraîné des milliers de morts. Pendant plus d'une décennie, les États-Unis ont interdit à la fois la vente et la production d'alcool à boire, et les forces de l'ordre fédéral ont consacré des ressources importantes à la lutte contre les tentatives illégales des gens pour contourner ces lois. Les bars clandestins, ou speakeasy, et les réseaux de contrebande étaient les principales cibles des forces de l'ordre, tout comme la contrebande, qui était devenue une activité lucrative pour les syndicats du crime organisé. Mais dès qu'une opération était démantelée, une autre apparaissait rapidement pour prendre sa place. Pour limiter l'approvisionnement en alcool disponible au public, les forces de l'ordre et les régulateurs fédéraux ont élaboré une nouvelle stratégie. Comme l'alcool de contrebande était généralement produit en distillant des alcools industriels, les responsables américains ont pensé que, s'il était légalement obligatoire d'inclure des additifs toxiques dans ces produits, alors ils pourraient couper l'approvisionnement avant la consommation. Le département du Trésor des États-Unis a donc ordonné aux entreprises d'ajouter des produits chimiques toxiques, comme la quinine et l'alcool méthylé, à l'alcool industriel, pour dissuader, sans succès, sa consommation. La veille de Noël de 1926, 60 personnes ont été admises à l'hôpital Bellevue à New York, à la suite d'une intoxication à l'alcool, dont 31 sont décédées dans les jours suivants. Beaucoup avaient involontairement consommé du méthanol, un alcool de force industrielle qui était illégal selon la loi fédérale, mais extrêmement toxique, et ce n'est qu'un aperçu du nombre stupéfiant de décès survenus à la suite de l'empoisonnement par l'alcool de ces produits chimiques. Bien qu'il soit souvent mal interprété que le Bureau fédéral d'enquête ait délibérément empoisonné l'alcool à boire, on ne peut pas sous-estimer les mesures non éthiques que le gouvernement fédéral des États-Unis a prises pour freiner la consommation publique d'alcool et la contrebande illégale. Ils n'ont peut-être pas versé du mercure dans des bouteilles de whisky, mais le gouvernement des États-Unis a augmenté le niveau de produits chimiques toxiques présents dans les alcools industriels,
sachant très bien que ceci était distillé pour être vendu et consommé. En parlant de choses incroyablement dangereuses qu'à mettre dans votre corps, avez-vous déjà entendu parler du projet MK Naomi? Le désormais tristement célèbre projet MKUltra est souvent cité lorsqu'on parle de conspiration folle, mais son successeur passe souvent sous le radar. Le projet MK Naomi était une opération conjointe entre l'Agence centrale de renseignement et le département de la défense des États-Unis qui a duré près de 2 décennies, entre les années 50 et la fin des années 60. L'objectif du projet MK Naomi était de mener des recherches sur la guerre chimique et biologique, en déterminant spécifiquement quelles substances et quels produits chimiques pourraient être utilisés pour tuer ou incapaciter une cible, puis en développant des dispositifs capables de diffuser ces matériaux. Alors que MKUltra se concentrait sur le contrôle de l'esprit, MK Naomi visait à militariser les bactéries, virus, gaz d'évanouissement, poisons mortels et systèmes de livraison pour les administrer. La division des services techniques de l'Agence centrale de renseignement a développé un arsenal de matériaux létaux ou incapacitants avec les États-Unis. Le commandement des opérations spéciales de l'armée américaine a été chargé d'assister aux tests. Après tout, à quoi servent les amis? Peut-être plus notablement, MK Naomi a conduit à la création d'un certain nombre d'armes qui ont été modifiées pour tirer des fléchettes enduites d'agents biologiques mortels. Les armes neutralisèrent les chiens de garde, permettant aux agents secrets de s'infiltrer dans une zone. Ensuite, un agent chimique correctif pouvait être utilisé pour réveiller les chiens lors de la sortie de l'agent, couvrant leurs traces lorsqu'ils partaient. Bien que les informations officiellement déclassifiées sur le projet MK Naomi soient difficiles à obtenir, un mémo de l'Agence centrale de renseignement, qui proposait d'utiliser des armes biologiques pour cibler les cultures, a été découvert en 1967 par le comité Church, et nous avons d'autres révélations de ce comité à vous présenter prochainement. Après la découverte de ce mémo, le président Richard Nixon a été contraint d'interdire l'utilisation militaire d'armes biologiques en novembre 1969, et le projet MK Naomi a été dissous. Malgré les ordres présidentiels, en 1970, un scientifique de l'Agence centrale de renseignement, agissant seul, a volé environ 11 grammes d'une toxine mortelle de coquillage avec l'aide du personnel du service des opérations clandestines à Fort Detrick, dans le Maryland. Cette toxine dangereuse a ensuite été cachée dans un laboratoire appartenant à l'Agence centrale de renseignement, passant inaperçue pendant plus de 5 ans. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis qui s'impliquent dans des complots secrets sinistres, parfois ce sont ses alliés. C'était le cas dans l'affaire Lavon. Bien que sans doute pas aussi infâme que des opérations secrètes dirigées par les États-Unis comme Gladio, l'affaire Lavon n'en était pas moins déplorable. Planifiée par le renseignement militaire israélien en 1954 sous le nom de code inoffensif d'opération Susanna. C'était une opération sous fausse bannière. Pendant l'été de 1954, un groupe de personnes égypto-juives a été recruté par le renseignement militaire israélien pour attaquer plusieurs cibles civiles en Égypte. Des entreprises égyptiennes, américaines et britanniques, des cinémas, des bibliothèques et des centres éducatifs des États-Unis, à travers le pays. Ces recrues ont reçu l'ordre de placer des bombes dans ces établissements et après détonation, les attaques devaient être attribuées aux communistes, aux frères musulmans, une organisation islamiste sunnite en Égypte, ou à des nationalistes locaux non spécifiés. L'opération a débuté quand la cellule dormante, formée de 8 juifs égyptiens, a attaqué la poste à Alexandrie. En quelques semaines, 6 autres bâtiments ont également été visés, le gouvernement égyptien ayant finalement été informé, prétendument par la personne supervisant l'opération, de l'endroit où la prochaine bombe devait être placée. Grâce à ces informations, ils sont intervenus rapidement pour arrêter le poseur de bombes et capturer les 11 suspects de la cellule israélienne secrète. Malgré l'absence de victimes civiles lors des attentats, 4 opérateurs ont perdu la vie, 2 après leur capture, et 2 autres exécutés sur décision du gouvernement égyptien. 2 autres ont été acquittés lors de leur procès, et les 5 restants ont reçu des peines de prison variables allant de 7 ans à la perpétuité. Mais la question qui persiste est « pourquoi ?» Le but de ce faux drapeau raté était de blâmer les organisations opposées au leader égyptien Gamal Abdel Nasser. On espérait que le chaos subséquent convaincrait les gouvernements occidentaux que le régime de Nasser sur l'Égypte était instable et donc inciterait ces nations à retirer tout soutien financier ou militaire. Après l'échec de l'opération, le ministre israélien de la Défense, Pinhas Lavon, impliqué dans l'orchestration des attentats, a été contraint de démissionner, donnant son nom à l'incident. L'affaire Lavon. Israël a continué à nier publiquement toute implication dans l'affaire Lavon, jusqu'à aussi récemment qu'en 2005. Les agents égyptiens survivants,
qui avaient été impliqués dans les attaques, ont reçu des certificats d'appréciation du président d'Israël, Moshe Katsav, l'équivalent d'une médaille de participation pour un agent secret. Mais ce n'est pas le dernier acte de subterfuge militaire à l'ordre du jour aujourd'hui. Loin de là, en fait. Alors plongeons dans la célèbre dissimulation du syndrome de la guerre du Golfe. Après la guerre du Golfe, 1990 à 1991, de nombreux vétérans ont signalé avoir développé des symptômes inhabituels après leur retour au pays, suscitant des inquiétudes. Des rapports sont arrivés des vétérans de la guerre du Golfe aux États-Unis, au Canada, en Autriche et au Danemark. Mais pour ceux qui rentraient chez eux, au Royaume-Uni, et qui souffraient de cet étrange syndrome de la guerre du Golfe, les problèmes de santé qu'ils ont signalés seraient étrangement passés sous silence. Dans tous les cas signalés, les soldats auparavant en bonne santé développaient soudainement une litanie de maladies et de symptômes inhabituels. Cela allait de la fatigue chronique, l'hypertension, les douleurs musculaires, les problèmes cognitifs, un manque de coordination, des éruptions cutanées et autres problèmes de peau, la diarrhée, ainsi que des symptômes liés aux troubles de stress post-traumatique. Ce qui rendait cela si inhabituel, cependant, par rapport aux maladies subies par les vétérans des guerres précédentes, c'est qu'il semblait y avoir un taux de symptômes beaucoup plus élevé et une intensité beaucoup plus grande parmi ceux qui avaient combattu dans la guerre du Golfe. La cause principale qui a été attribuée à cela est l'exposition à des quantités sublétales d'agents de guerre chimiques, en particulier le gaz neurotoxique, ainsi que l'inhalation de fumée provenant des incendies de puits de pétrole et l'exposition aux pesticides et à l'uranium appauvri. Au Royaume-Uni, plusieurs évaluations des vétérans affectés ont été effectuées pour déterminer s'il y avait un lien entre ceux qui ressentèrent ces symptômes, mais le King's College de Londres n'a pas pu déterminer de cause commune parmi les personnes souffrantes. Pendant ce temps, d'autres pays comme les États-Unis ont reconnu plus rapidement l'existence du syndrome de la guerre du Golfe. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a fermement nié l'existence d'une telle condition, malgré les preuves irréfutables parmi les vétérans de la guerre du Golfe. En 2005, ils ont finalement cédé, et des recherches menées en 2009 ont confirmé que les vétérans de la guerre du Golfe étaient plus enclins à signaler des symptômes que les autres vétérans. Ils étaient également 2 fois plus susceptibles d'avoir souffert de troubles de stress post-traumatique et ont signalé une qualité de vie plus mauvaise après leur service. Cependant, en 2010, la plupart des vétérans britanniques de la guerre du Golfe n'avaient reçu aucune compensation de leur gouvernement, et les demandes de pension de guerre de ceux souffrant du syndrome de la guerre du Golfe ont été refusées. Parfois, les gouvernements conspirent pour léser de grands groupes de personnes. Parfois, c'est juste un gars très malchanceux. Bienvenue à l'affaire Dreyfus, qui s'est déroulée en France à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Elle concernait Alfred Dreyfus, capitaine d'artillerie français. En 1894, après la découverte d'une lettre apparemment accablante, Dreyfus a été accusé de vendre des secrets militaires français à l'Allemagne et a été condamné pour trahison. Condamné à tort. Travaillant à l'ambassade allemande à Paris, un espion français du nom de Major Hubert Joseph Henry a découvert une lettre partiellement déchirée dans une corbeille à papier. L'écriture utilisée pour rédiger la lettre ressemblait à celle de Dreyfus, ce qui a conduit à ce qui deviendra une arrestation et une accusation controversée contre l'homme. Le public a rapidement cru aux accusations portées contre Dreyfus uniquement parce qu'il était juif. Les groupes antisémites en France à l'époque ont amplifié l'idée de sa culpabilité, en particulier le journal La Libre Parole, qui expliquait que Dreyfus incarnait la déloyauté des juifs français. Dreyfus a été condamné à perpétuité par une cour martiale et emprisonné sur l'île du Diable, au large de la Guyane française. Dans une cérémonie publique déchirante après sa condamnation, il a vu les insignes de l'armée française arrachés de son uniforme et son épée brisée avant d'être défilé devant une foule qui lui lançait des insultes antisémites et appelait même à l'exécution de Dreyfus pour trahison. Cependant, en 1896, des preuves sont apparues impliquant un autre officier français nommé Ferdinand Walsin Esterhazy comme le véritable traître. Cela a fait basculer le soutien public en faveur de Dreyfus, mais après le conseil de guerre d'Esterhazy, celui-ci a été rapidement jugé non coupable et a fui le pays. Dreyfus a été jugé une seconde fois en cour martiale en 1899, et de nouveau reconnu coupable, laissant la France profondément divisée sur l'affaire. Quelques jours plus tard, Dreyfus a reçu une grâce totale du président français, puis en 1906, il a été totalement exonéré et réintégré dans l'armée. L'antisémitisme est indéniablement une horrible plaie sur la planète, tout comme une guerre nucléaire. Et à qui devons-nous cela? Le projet Manhattan, évidemment.
Dans un monde post-Oppenheimer, le projet Manhattan, le célèbre programme collaboratif de recherche et développement de la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, est connu de tous pour avoir produit les premières armes nucléaires, changeant irrémédiablement le cours de l'histoire. Entre 1942 et 1946, le projet a abouti à 2 types distincts de bombes. Le Thin Man, une arme nucléaire basée sur la fission, et le Little Boy, l'arme nucléaire d'implosion plus complexe, toutes 2 conçues par le physicien nucléaire et destructeur de monde lui-même, J. Robert Oppenheimer. Mais à l'époque, la connaissance publique du projet Manhattan était très limitée. L'objectif des responsables de la sécurité liés au projet Manhattan était d'empêcher que les informations sur le développement des bombes atomiques n'atteignent l'Allemagne nazie et leurs alliés des puissances de l'Axe, en particulier le Japon, qui subirait les premières attaques nucléaires de l'histoire en conséquence directe du projet Manhattan. Les détails du programme ont aussi été cachés à l'Union soviétique. Bien que l'Union des républiques socialistes soviétiques soit alignée avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres alliés, les États-Unis les voyaient comme un potentiel ennemi futur. Cependant, certains espions soviétiques ont réussi à infiltrer le quartier général du projet Manhattan à Los Alamos et ont diffusé des informations sur le programme en Russie, ce qui a aidé à accélérer le développement des propres bombes nucléaires des soviétiques. Au cours des années 1940, il y a eu de nombreuses fuites surprenantes provenant des journalistes américains, allant de petites et insignifiantes à d'autres beaucoup plus accablantes. Vers l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont mis en place un programme de censure de la presse volontaire qui permettait à son bureau de la censure de réprimander sévèrement les journalistes qui rapportaient une liste de sujets interdits. Essentiellement, toute censure qui avait lieu entrait généralement en vigueur après que des informations importantes aient déjà été publiées. L'une des pires violations en relation avec le projet Manhattan a eu lieu en 1944, lorsqu'un reporter pour le Cleveland Press, malheureusement nommé John Raper, a découvert qu'une opération militaire avait lieu à Los Alamos, alors qu'il était en vacances au Nouveau-Mexique. Raper n'avait aucune idée que des bombes atomiques étaient en cours de développement là-bas, mais il a erronément rapporté l'emplacement et la taille approximative d'une installation scientifique militaire classifiée. Il a fourni des témoignages locaux d'explosifs testés sur place, et pire encore, il a nommé Oppenheimer comme le directeur scientifique du projet Manhattan. À la demande du Major général Leslie Groves, directeur du projet Manhattan de l'armée américaine, le bureau de la censure a pu empêcher toute publication d'articles de suivi. Cela incluait un article prévu par le magazine Time pour empêcher la diffusion d'autres informations sur le projet. Groves a pensé à mobiliser John Raper en représailles pour son article, mais a renoncé en apprenant que le journaliste avait une 60aine d'années et était trop âgé pour être enrôlé de force. La prochaine est une étude scientifique qui a franchi des limites morales et éthiques à une échelle véritablement sans précédent. L'expérience sur la syphilis de Tuskegee était une étude menée de 1932 à 1972, financée et réalisée par le service de santé publique des États-Unis et les centres pour le contrôle et la prévention des maladies. L'objectif du projet de recherche était d'examiner les effets et les symptômes de la syphilis lorsqu'elle n'est pas traitée, et à l'époque, il n'y avait pas de remède connu pour la maladie. Pour faire leurs observations, le service de santé publique a inscrit environ 600 métayers afro-américains pauvres, 399 atteints de syphilis et 201 non, dont beaucoup n'avaient même jamais consulté un médecin auparavant. Ils ont été attirés par une offre de soins médicaux gratuits. Cependant, les personnes derrière l'étude ont intentionnellement refusé d'expliquer ce qu'elles examinaient exactement chez les hommes, qui allaient devenir à leur insu les sujets de l'essai. Ceux qui participaient à l'expérience de Tuskegee ont été faussement informés qu'ils étaient traités pour du mauvais sang, un terme familier et non spécifique, utilisé dans la région pour décrire un certain nombre de mots différents. Les participants ont reçu des placebos comme de l'aspirine et des compléments minéraux, en leur disant que cela traiterait leurs conditions. Cependant, environ 15 ans après le début de l'étude, en 1947, un traitement pour la syphilis a été découvert, la pénicilline. Le service de santé publique n'a jamais dit la vérité à ces hommes. Il ne leur a pas proposé l'antibiotique largement disponible, devenu le traitement standard pour la syphilis. En fait, les chercheurs n'ont offert aucun soin médical à ces hommes, alors que leur état s'aggravait. Même lorsque certains d'entre eux ont commencé à devenir aveugles, ont souffert d'autres problèmes de santé graves, ou sont même devenus fous à cause de la syphilis. Au cours de l'étude, 28 participants sont décédés des suites de la syphilis, et 100 autres sont morts de complications liées à la maladie. 40 conjoints des participants ont aussi été diagnostiqués, et la maladie a été transmise à près de 20 enfants. Un an après le scandale public,
le Congrès a tenu plusieurs auditions sur l'expérience de Tuskegee. En 1974, les survivants de l'étude non éthique et les familles des défunts ont reçu 10 millions de dollars de dédommagement. De nouvelles directives ont été instaurées pour protéger les sujets humains. Et c'était totalement la dernière fois que les États-Unis ont été impliqués dans une dissimulation sinistre. Nous avons menti, cette phrase était une dissimulation. Il était nécessaire de trouver un moyen de gagner ces chèques secrets du gouvernement américain. Ajoutons un autre scandale politique américain à la liste. L'affaire Iran-Contra a vu le Conseil de sécurité nationale des États-Unis s'impliquer dans plusieurs transactions d'armes secrètes sans la connaissance ou l'approbation du Congrès. En fait, ces transactions étaient carrément interdites par le Congrès et violaient les propres politiques du gouvernement. Par l'intermédiaire du Conseil de sécurité nationale, les États-Unis ont échangé des missiles et d'autres armes pour libérer des otages américains au Liban, ainsi que pour canaliser des fonds pour soutenir un conflit armé qui se déroulait au Nicaragua. L'affaire Iran-Contra était si controversée qu'elle a même menacé de renverser le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan. Après l'entrée en fonction de Reagan, un républicain, sa portée politique a été limitée par une majorité démocrate à la Chambre des représentants. Mais l'une de ses principales plateformes politiques avait été de soutenir les nombreuses insurrections anticommunistes qui opéraient à travers le monde, chose que les démocrates ne soutiendraient pas. Ils ont proposé des lois pour limiter l'influence de l'Agence centrale de renseignement et du département de la défense sur les conflits étrangers. À l'époque, l'Iran et le Nicaragua avaient subi des changements significatifs dans leur régime, le premier renversant leur gouvernement pro-occidental, le remplaçant par un fondamentaliste islamique anti-américain. Pendant ce temps, le Nicaragua était sous le contrôle du gouvernement sandiniste de gauche, que Reagan et son administration craignaient de permettre la propagation du communisme en Amérique centrale. Ainsi, sans l'approbation du Congrès, un soutien financier et militaire a été offert par les États-Unis aux Contras, les forces contre-révolutionnaires, qui tentaient de renverser le gouvernement de gauche du Nicaragua. Ils ont tenté une stratégie similaire en Iran. Cependant, les choses dès lors se sont compliquées lors de la crise des otages en Iran, où des terroristes chiites soutenus par l'Iran ont pris en otage des diplomates américains et des contractuels privés. Afin de garantir la libération des otages, le Conseil de sécurité nationale a conclu un accord d'armement avec l'Iran, avec des plans pour également canaliser les fonds de cet accord vers les Contras au Nicaragua. En novembre 1904-26, les activités illégales de commerce d'armes ont été révélées lorsqu'un avion transportant des fournitures aux Contras a été abattu par les sandinistes et le pilote capturé. Naturellement, un tollé public a rapidement suivi aux États-Unis une fois que cela a été révélé, mais cela n'étant nulle part aussi effrayant que ce qui s'est passé dans l'opération Midnight Climax. Alors que le nom de Menkultera vit dans l'infamie, le nom de code de l'opération Midnight Climax est souvent oublié. C'était un sous-projet de MKUltra, le programme de recherche sur le contrôle mental débuté dans les années 50. L'homme en charge était un certain Sidney Gottlieb, un chimiste de l'Agence centrale de renseignement et maître espion qui avait l'autorisation de tester l'acide lysergique diéthylamide, communément appelé LCD, sur des civils sans leur consentement. Gottlieb était également le scientifique voyou de l'Agence centrale de renseignement, mentionné précédemment, qui avait volé tout le poison de coquillage. Oui, ce sera pertinent ultérieurement. Quoi qu'il en soit, revenons. À Midnight Climax, l'Agence centrale de renseignement a payé des escortes pour attirer leurs clients dans des maisons sûres, où ils étaient ensuite administrés avec un large et dangereux éventail de substances sans leur connaissance, et observés derrière un miroir sans teint. Les participants non consentants étaient ensuite poussés à révéler des secrets personnels, nourris de messages subliminaux, pour les amener à effectuer des actions involontairement, y compris voir s'ils pouvaient être convaincus d'effectuer des agressions, des vols et même des assassinats, sous l'influence de l'acide lysergique diéthylamide. L'objectif était que l'Agence centrale de renseignement détermine si le lavage de cerveau était possible et comment prendre le contrôle de l'esprit des espions ennemis. Ils voulaient également tester si l'acide lysergique diéthylamide pouvait être utilisé lors des interrogatoires et ont combiné le médicament avec une isolation intense en administrant des doses au sujet, puis en les gardant confinés et seuls pendant des mois à la fois. Avec à peine de la nourriture ou de l'eau, des centaines d'agents fédéraux et de scientifiques ont participé à ces expériences non éthiques sur des personnes innocentes avant que l'opération Midnight Climax et le reste de MKUltra ne soient fermés dans les années 60. Mais nous savons que vous attendez tout ça, cette arme secrète dérangée de l'Agence centrale de renseignement. On peut dire que l'une des découvertes les plus infâmes et inhabituelles du comité Church était le pistolet à crise cardiaque de l'Agence centrale de renseignement,
Cette arme secrète n'était pas seulement un concept, elle était très réelle et utilisée dans plusieurs assassinats. Elle fonctionnait en tirant une fléchette empoisonnée à la toxine de coquillage congelé. Je me demande où ils ont eu ça. Cela provoquerait une crise cardiaque chez sa cible. Les fléchettes pourraient facilement percer les vêtements et seraient à peine ressenties par la cible, ne laissant guère plus qu'un petit point rouge sur la peau. Les fléchettes se désintégreraient en pénétrant dans le corps de la cible, laissant peu de traces et permettant au poison d'entrer rapidement dans la circulation sanguine, provoquant une crise cardiaque fatale. Après la mort, le poison se dénature rapidement, ce qui signifie que sa détection lors d'une autopsie est quasiment impossible, ce qui fait attribuer la mort à des causes tout à fait naturelles. L'existence de cette arme presque fictive a été révélée lors des enquêtes du comité Church et a été vérifiée par des témoignages devant le Congrès sur les nombreuses activités d'espionnage hors la loi de l'Agence centrale de renseignement. Vous pouvez même trouver des photos du sénateur Church lui-même tenant le fameux pistolet à crise cardiaque. Maintenant, découvrez la terrifiante chambre à sommeil de l'Agence centrale de renseignement, ou regardez plutôt cette vidéo.